L'élection de Joe Biden change beaucoup pour Erdogan parce que une des choses qui a permis au président turc d'être aussi agressif, aussi actif, aussi provoquant dans sa ligne de politique étrangère, c'est la présence de Donald Trump à Washington. Nous nous penchons aujourd'hui sur la nouvelle tactique du régime Erdogan pour tenter d'isoler Israël sur la scène internationale. Eh bien, pour en parler en ligne avec nous, Rémi Daniel. Bonjour et shalom, Rémi. Shalom, bonjour. Et Rémi, vous êtes, après être sorti de l'école normale française et avoir obtenu un diplôme à l'université Paris 1, vous avez aussi étudié à l'université turque du Bosphore, ce qui est quand même assez exceptionnel, à Istanbul. Et actuellement, vous êtes chercheur à l'Institut des études nationales de sécurité, qui s'appelle l'INSS de l'université Tel Aviv, et aussi doctorant à l'université hébraïque de Jérusalem, avec comme spécialité les relations turco-israéliennes. Alors, pour présenter un peu notre réflexion, après un an de menaces, d'invasions, d'attaques et d'agressions en tout genre, au Kurdistan comme dans le reste de la région, en utilisant d'ailleurs souvent des réfugiés syriens comme mercenaires, et après s'être procuré des armes russes ultramodernes et agi aux côtés de l'Iran pour s'opposer à toute présence américaine en Syrie, le régime autoritariste d'Erdogan semble avoir ces derniers jours subitement changé de ton et de posture, sans doute dans le sillage de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche, en tentant désormais de saboter l'alliance tripartite Israël, Grèce, Émirats arabes unis. Le tout en proposant haut et fort de mener des pourparlers de réconciliation avec Israël, curieusement qualifiés depuis quelques jours de secrets par la presse turque qui est, comme on le sait, totalement aux ordres du pouvoir. On assiste donc depuis 15 jours à une sorte d'offensive de charme, entre guillemets, d'Ankara, préparée avec certains lobbyistes, experts occidentaux d'ailleurs, pour tenter de convaincre le gouvernement israélien que la Turquie souhaiterait réellement un changement dans ses relations pourtant jusque-là très tendues avec l'État juif. Et ce, alors qu'il s'agirait plutôt pour Erdogan de tenter de torpiller les nouvelles alliances, soit énergétiques ou bien diplomatiques, conclues ces derniers mois dans la région par Israël, que ce soit avec la Grèce, Chypre, l'Égypte ou l'Italie, ou bien encore avec les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan au plan diplomatique. Le tout alors que d'autres pays comme le Maroc viennent aussi de rejoindre les accords d'Abraham. Alors Rémi Daniel, quelles seraient selon vous les raisons et les objectifs précis de ce revirement apparent d'Ankara ? Je nuancerai peut-être certains points ici ou là, voilà. Mais pour répondre à votre question, je dirais tout d'abord que vous avez raison de souligner que le changement aux États-Unis et l'élection de Joe Biden change beaucoup pour Erdogan parce que une des choses qui a permis au président turc d'être aussi agressif, aussi actif, aussi provoquant dans sa ligne de politique étrangère, c'est la présence de Donald Trump à Washington qui a quand même laissé Erdogan faire ce qu'il voulait. L'arrivée de Joe Biden est un signe de ce point de vue-là assez négatif pour Erdogan qui craint que la nouvelle administration lui mette plus de bâtons dans les roues. C'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi la crise économique qui touche tout le monde et notamment la Turquie. La Turquie a besoin notamment de devises étrangères et Israël est un excellent client de la Turquie. Donc c'est pour aussi maintenir, voire développer ses liens commerciaux. Et en plus, la dernière chose qu'il faudrait dire aussi, c'est que les accords de normalisation que vous avez évoqués entre notamment Israël et les Émirats arabes unis sont en fait aussi créer une nouvelle concurrence pour la Turquie dans un certain nombre de domaines, dans le domaine du tourisme, dans le domaine de l'aviation, et Erdogan aussi, en essayant petit à petit d'adoucir son discours, essaye d'éviter que cette concurrence soit trop défavorable à la Turquie. Donc il y a trois choses: se rapprocher des États-Unis, éviter la crise économique et notamment éviter la concurrence qui vient des nouveaux alliés d'Israël que vous avez mentionné dans votre introduction. Alors, paradoxalement, les bonnes relations que vous venez d'évoquer entre Erdogan et le président Trump, qui l'a rencontré plusieurs fois pendant ces 4 années à la Maison-Blanche, ont été contredites hier par la décision prise par Trump lui-même dans ces dernières semaines, donc dans le bureau ovale à Washington, d'imposer des sanctions contre la Turquie, des sanctions financières, économiques, pour la punir, si je puis dire, de s'être procuré en 2009 des armes sophistiquées russes, le système anti-aérien S-400 très perfectionné, et donc voilà que l'ami d'Erdogan, l'allié d'Erdogan le sanctionne, c'est paradoxal. C'est paradoxal, oui, et en même temps non. Pourquoi ce n'est pas paradoxal ? D'une part parce que ces sanctions
ont mis énormément de temps à venir. À partir de 2019 et de l'acquisition et installation de CS-400, Trump était dans une obligation de sanctionner Erdogan à cause de cet achat. Il était sous pression du Congrès, mais même au sein de sa majorité, de certains républicains dans le Congrès américain, et c'est lui qui a freiné ces sanctions. Donc on peut voir, oui certes, ces sanctions, elles sont là, elles sont arrivées, mais si on regarde, Trump était sous pression au sein même de sa majorité et qu'il a mis énormément de temps avant de mettre en place ces sanctions, on se rend compte qu'en si ces sanctions existent depuis maintenant un jour, elles sont dans leur ensemble plutôt un signe de la sympathie du président Trump pour le président Erdogan. Alors jusque-là, on revient un petit peu au fil conducteur de notre réflexion, alors que la presse turque officielle continue de critiquer âprement et parfois même de manière outrancière et injurieuse la politique du gouvernement israélien de Netanyahou. Comment a-t-on réagi à Jérusalem à cette tentative turque quelque peu grossière, je dirais, de saper tous les succès diplomatiques remportés ces derniers mois par l'État hébreu? Quelle est la position à Jérusalem? Bon, tout d'abord, il faut souligner, comme vous le dites, que pour l'instant, tout ça est un peu asymétrique. C'est-à-dire que tous les signes du pied, tous les clins d'œil, toutes les annonces viennent des Turcs et pour l'instant, les Israéliens officiellement n'ont pas réagi. Ce qui est sûr, c'est que Israël, si jamais... D'abord, il faut vérifier, il y a un peu de scepticisme en Israël vis-à-vis de ces annonces, car vous l'avez dit, elles interviennent dans un contexte tendu, après des années d'attaques, notamment dans ces discours du président turc et de son gouvernement contre Israël, et ce retournement soudain est un petit peu bizarre, même s'il est explicable, et il crée un certain nombre de suspicions en Israël. Donc il faut tout d'abord voir jusqu'où Erdogan est prêt pour aller réellement vers un rapprochement avec Israël. Et puis, vous l'avez dit, finalement, à partir de 2010, en gros, à partir de l'incident du Mavi Marmara, puis encore plus à partir de 2018, et la deuxième crise très importante entre Israël et la Turquie, Israël a décidé d'aller vers un système d'alliance totalement différent. Et en ce moment, c'est ce système d'alliance-là qui semble être plus important pour Israël, même si, il faut le dire, hein, si on prend par exemple la Turquie et la Grèce d'un côté, la Turquie et la Grèce et Chypre de l'autre côté, la Turquie en termes stratégiques, en termes économiques est bien plus important pour Israël, donc c'est quand même toujours un allié qu'on a envie d'avoir de son côté, mais pour l'instant, les résultats d'années d'attaques turques et d'alliances entre Israël et ses voisins helléniques, et l'Égypte, et l'Italie, et les Émirats arabes unis, comme vous l'avez dit, font que Israël ne va pas se ruer pour répondre aux signes encore un petit peu louches qui nous viennent d'Ankara. Oui, d'autant que, on a oublié de le préciser, mais c'est important de le redire, surtout pour les auditeurs, que comment croire à la bonne foi d'Erdogan alors qu'il n'a pas cessé ces dernières années de tirer à boulet rouge contre l'Israël en soutenant concrètement le Hamas de Gaza, en hébergeant même son nouveau QG en Turquie, en implantant des organisations islamistes au cœur de Jérusalem-Est et en ne manquant aucune tribune internationale, comme d'ailleurs en septembre dernier à l'Assemblée générale de l'ONU pour proclamer sa haine et son exécration du gouvernement israélien. Mais j'aimerais revenir avec vous sur les perspectives, puisque maintenant, évidemment, on a confirmé hier la victoire, j'allais dire, légale et totale de donc, Joe Biden à la Maison-Blanche, qui va rentrer donc dans le bureau ovale le 20 janvier prochain. Et à part le dossier qui existe depuis 2019, disons des sanctions concernant l'acquisition des fusées russes, pour un membre de l'OTAN, c'est évidemment un peu étonnant. Il y a quand même au moins 4 autres dossiers de contentieux qui risquent de s'aggraver entre Joe Biden, comme vous l'annonciez tout à l'heure, et Ankara. On peut citer donc la critique de l'autoritarisme antidémocratique du régime d'Erdogan. Il y a aussi le traitement sanglant et cruel des Kurdes de Syrie qui déplaît beaucoup aux démocrates. L'aide de deux grandes banques turques à l'Iran
notamment pour contourner les sanctions financières américaines contre Téhéran. C'est une affaire sérieuse puisqu'elle va se retrouver dans les tribunaux américains. Et enfin, les actuels conflits énergétiques qu'on a évoqués opposant Ankara à Chypre, à la Grèce, à Israël et à l'Égypte à propos donc des gisements de gaz naturel. Alors, autant de dossiers qui vont peser lourd dans des tensions qui paradoxalement risquent d'être plus fortes entre Joe Biden et Erdogan qu'avec Trump. Oui, ça c'est indéniable, c'est une chose qu'on sait et notamment Joe Biden a aussi publié pendant la campagne une interview sur les questions internationales où il a montré très clairement qu'il était opposé notamment à Erdogan sur les questions en effet de la démocratie en Turquie et du traitement des Kurdes de manière générale. Donc oui, il va y avoir des tensions, mais je pense aussi qu'il ne faut pas sous-estimer le pragmatisme du président turc. C'est-à-dire que d'un côté, il peut être très virulent à l'ONU et en même temps rappeler son attachement à l'OTAN lorsqu'il est avec ses partenaires. En Syrie, il est clair qu'il va y avoir des problèmes entre la présence américaine sur place ou la volonté plus générale des États-Unis en Syrie et la présence turque. Mais en même temps, cette présence turque, elle arrête aussi d'une certaine manière l'avancée de Bachar al-Assad et donc de l'Iran et de la Russie. Donc sur la question énergétique, qui est une des questions qui est peut-être plus compliquée, il peut peut-être obtenir une baisse au moins symbolique de l'intervention turque dans la région, avec encore une fois, et même si je reviens sur la question des relations entre la Turquie et Israël, Erdogan, c'est celui qui a attaqué énormément Israël, mais c'est aussi celui qui, il y a 4 ans maintenant, a été capable de normaliser ses relations avec Israël, alors que c'était Netanyahou qui était Premier ministre, etc. Donc oui, il y a une dimension provocatrice, idéologique, radicale, autoritaire, et tout ça se durcit dans la personnalité d'Erdogan et dans sa politique, mais il y a aussi une dimension pragmatique qui, même si elle est un petit peu en baisse ces dernières années, reste, et peut-être qu'on la verra à l'œuvre dans les relations entre Ankara et Washington. Alors, pour aller un peu plus sur le fond, comme dernière question, dernier thème de réflexion de notre entretien, on peut peut-être se demander sur le fond, et notamment depuis l'éruption en 2011 des grands bouleversements qui ont secoué le Moyen-Orient, les pays arabes du Moyen-Orient, ce qu'on a appelé, dans un abus de langage sans doute, les printemps arabes, eh bien la Turquie d'Erdogan, qui a toujours soutenu le mouvement des frères musulmans en Égypte pour disputer le leadership du monde sunnite au pays du Nil et à l'Égypte, eh bien, est-ce qu'on ne peut pas penser que la Turquie d'Erdogan caresse à nouveau une sorte de rêve impérial, puisque c'était un grand empire, l'Empire ottoman, la porte sublime, tout comme l'Iran d'ailleurs, son allié, et aussi il y a une sorte de concurrence dans cette région dont les grands États se sont effondrés, avec deux autres ex-grands empires, pas seulement donc l'ex-empire turc et la Perse, qui était aussi un empire, mais aussi avec la présence de deux puissances, la Russie et la Chine, qui sont, elles aussi, évidemment, même si elles sont extérieures à la région, qui sont de plus en plus présentes au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'en fait, la Turquie essaie de tirer son épingle du jeu dans un échiquier moyen-oriental très sophistiqué. Oui, vous avez raison de parler de ces jeux et de cette compétition, de cette concurrence. Personnellement, je suis très défavorable à l'idée de retourner toujours automatiquement à l'Empire ottoman, même si c'est une influence historique de la conscience turque et que Erdogan n'hésite pas d'ailleurs à le mentionner dans ses discours ou à se mettre en scène de manière un petit peu mal. Mais il faut limiter un peu l'influence que l'on donne à cet Empire ottoman. Ce qu'on voit en ce moment, c'est avant tout un jeu de puissance, une concurrence entre puissances dans une zone stratégiquement importante. Chaque pays fait avancer ses intérêts. On n'a pas besoin de l'expliquer par l'Empire ottoman, juste par l'intérêt national turc. Eh bien, merci Rémi Daniel de toutes ces précisions. Merci de nous avoir consacré quelques temps ce matin. À bientôt. Merci. Et bonne santé. Merci aux auditeurs. Merci à vous aussi. Voilà, merci beaucoup Richard Darmon pour cette chronique Israël au cœur du Moyen-Orient. On se retrouve bien entendu comme chaque mardi la semaine prochaine. Et dans quelques instants, nous allons retrouver pour terminer cette heure d'actualité Iliana Gurfinkel et sa chronique Un jour notre histoire.